67, je commençais à chanter. Je pense que depuis un an, je chantais. Je venais de sortir mon premier disque. J'étais en plein cœur de l'action. Je travaillais au pavillon de la jeunesse. C'était avec l'Infonie. Je faisais un concert au mois de juillet, je pense, en 67. On avait des sapins à la tête à l'envers. Tout était à l'envers. J'avais quand même commencé à l'Expo 67. J'avais une guitare rouge atroce sur laquelle il y avait un son qui s'appelait le Wild Dog. L'été 67, dans mon cas, ça voulait dire premièrement ma première job. J'étais réceptionniste dans un motel, parce qu'il y a bien des motels qui s'étaient ouverts en banlieue de Montréal pour accueillir les milliards de touristes qui sont venus. C'était le Québec qui se découvrait une vocation d'hôtelier. Un jour, quand tu viendras, nous pourrons voir de grands espaces. Je pense à la chose la plus merveilleuse au monde que d'avoir eu 20 ans l'année de l'exposition universelle. J'étais là tous les soirs. Oui, je me suis tenue à l'Expo 67. J'ai passé l'été à l'Expo. 67, pour moi, c'est d'abord et avant tout des spectacles, une espèce de goinfrerie de spectacles. C'était comme un creuset, là. Il y avait une activité qui arrêtait jamais. On arrivait là, je me souviens, à 10 h le matin, on partait à 4 h du matin pour aller dormir un peu, mais si on s'était écouté, on serait resté là. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, toute couleur de l'été. Un jour, quand tu viendras... Dans chaque pavillon, on faisait viser son passeport de l'expo, etc. On avait l'impression de voyager pour vrai. Dans ce pays de fables, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. On se promenait sur le terrain et puis on voyait des gens venant de partout. On avait une folle envie de toutes sortes de différences. 1er juin, fumer un spectacle sur la Place des Nations, mémorable. C'est l'année où j'ai le plus baisé dans ma vie et j'ai le plus baisé de race. Nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront. Expo 67 a créé une atmosphère incroyable sur l'île et au Québec. Un jour, tarde pas. Un jour, nous serons là. Un jour, quand tu viendras. On a fait venir le monde chez nous, ça nous a donné le goût d'aller voir le monde. La porte était ouverte. Californie, Orient, on a commencé à entendre et à comprendre d'autres visions de la réalité, d'autres visions du monde. C'était le levier pour dire « pars ». C'est un peu ça, tu sais. « Pars ». Ça a été un coup de karaté dans le front pour beaucoup de personnes et ça a élargi les horizons. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais du mien sur mon bac, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand le noir sera venu, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et On s'en va sur le pouce, on s'en va à Vancouver. On s'en va au Mexique, on va voyager. Tout était possible, mais c'était possible de partir sur le pouce. Et les gens le faisaient, il y en a qui partaient faire le tour du monde. J'ai passé un été en Europe, là, comme la plupart des gens ont fait à cette époque-là, avec les passes de train puis le pack-sac. tu pars en voyage. Qu'on arrive à New York, qu'on arrive à Paris, qu'on arrive à Londres, qu'on arrive à Amsterdam. Partout, on a un lieu où on peut aller dormir, où on peut rencontrer des gens, où on peut discuter, où on a accès vraiment à une grande famille. Je sais plus comment ça s'appelle, la place en Hollande où tout le monde couchait la nuit, là. Puis le matin, il y avait des nettoyeurs de la ville qui réveillaient tout le monde pour nettoyer la place, mais on pouvait se recoucher ensuite.
traversé l'Europe, je sais pas, 3, 4 fois comme ça, sur le pouce, pas beaucoup d'argent. À l'époque, on était capable de faire ça. Il y avait les beatniks qui nous précédaient. C'était ce qui restait de Jack Kerouac et de ça aussi, là, qu'on vivait. C'est ça aussi, d'ailleurs, San Francisco, c'est tout ce mouvement-là, là. Berceau de cette sous-culture, comme disent les experts, le quartier Haight-Ashbury de San Francisco est aujourd'hui la Mecque nord-américaine des hippies. Au cours de l'été, plus de 100 000 jeunes y ont fait leur pèlerinage, alléchés par la promesse d'y trouver hospitalité, fraternité, solidarité, aventure sexuelle et tout l'attirail des drogues dites psychédéliques. Venus de tous les coins du continent, tous sont fils et filles de familles très bourgeoises et banlieusardes, chez qui, disent-ils, on s'ennuie à s'en péter le crâne. Pris de court par cette affluence soudaine, les hippies du quartier en hébergent tous jusqu'à 30 chaque soir. Puis on savait pas qui ce qui invitait, qui ce qui recevait. Puis on traversait des maisons, la porte d'entrée était ouverte. On se retrouvait dans des parties. Il y avait 50 personnes qu'on n'avait jamais vues. Puis c'était tout peace, love, yeah man, you're my brother. Puis tout le monde s'aimait, puis c'était beau. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. Mais c'est une espèce de découverte du monde, puis de voir qui on est aussi à travers ça, puis d'avoir envie de me rapprocher des gens là où ça se passait. Le gars qui cherche, qui a besoin de voyager, c'est parce qu'il est perdu quelque part. Il va essayer de trouver la réponse au bout de l'horizon. C'était une ouverture sur le monde, mais c'était une ouverture sur le monde qui était bien partielle. C'est-à-dire qu'on était des jeunes à cheveux longs et on suivait des circuits de jeunes à cheveux longs. Et ceux qui allaient plus loin, qui allaient jusqu'à Katmandou, allaient rencontrer d'autres jeunes à cheveux longs. Je passe dans le ciel et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion. Quand tu voyages, t'entends, tu rencontres des gens, tu te raccourcis. Et j'allais dans des petits bars à Hollywood où t'as 12 télévisions en couleur qui marchent tout en même temps. T'as 4 groupes psychédéliques qui tournent dans des cercles de fête, t'as des tables de poules, des hot dogs. Je passais une couple de jours, là. Moi, j'avais fait des pas de géant dans ma tête parce que j'étais comme sorti de ma coquille, non seulement parce que j'étais allé voir ailleurs, mais parce que j'avais vécu des choses fortes et intenses à travers ce voyage. Et je pouvais plus revenir ici et comment dire, j'avais l'impression d'être avec des gens qui n'avaient pas encore enlevé leur soutane. Je pense que c'était le manque d'ouverture. C'était comme un univers très, très restreint puis fermé où les possibilités d'évoluer étaient comme très limitées. Même s'il y avait eu la Révolution tranquille au Québec, c'était un monde étouffant, qui était rigide, qui était plate. On voulait surtout sortir d'un système de propriété ou d'un système de spéculation. Maintenant, personne ne dira plus « J'ai vu une maison très belle, je t'assure, toute rose, avec des oiseaux, des arbres. » Non, ils vont dire « J'ai vu une maison de 100 000 $. C'était une maison extraordinaire. » Les gens ont perdu la valeur de ce que c'est que les belles choses. Tout le monde parle en termes d'argent. C'est que le fait d'avoir comme but d'être établi à 25 ans avec une job le plus payante possible, une maison, un gros char, puis tout ça, c'est des choses qui ont une valeur en 20e position. T'sais. Comme 1 million de gens, ils ont grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents et les coins fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Tu sais, les débouchés pour nous, c'était pas énorme, hein? Tu pouvais devenir livreur d'épicerie, ou tu pouvais livrer des pizzas, ou t'engager chez Raymond à 25 cents de l'heure. Comme 1 million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger, serrer les dents et travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Ça peut
pas être juste de faire les choses de tel âge à tel âge, faire ça, de se marier à tel âge, d'avoir des enfants, le respect. Tu sais, on sortait de l'autorité, c'était de l'autorité parentale, l'autorité de l'Église, l'autorité de ci. C'était de dire, c'est pas ça la vie. Si vous n'êtes pas paresseux, vous êtes un peu lâche. Par rapport à quoi? Par rapport à une société qui consomme, qui va se faire tuer au Vietnam, qui travaille de 9 à 5, en plus, qui après ça, qui va se pacter, puis qui fait des enfants à sa femme, puis qu'enfin tout va mal, puis il y a des batailles, tout le monde se fait casser la gueule, puis en fait, c'est plus possible. Je suis lâche par rapport à quoi? Parce que je veux pas faire partie de ça. Non, je suis pas lâche du tout. Je suis bien plus courageux que vous qui travaillez, qui en êtes salarié, puis qui vivez à l'aise, puis moi, je vais avec pas d'argent créer d'autres villes, puis d'autres affaires. C'est bien moins large. Moi, je me suis jamais senti aussi libre du Canada, là, aussi détaché de la société canadienne qu'à ce moment-là. Je me sentais plus proche des jeunes Polonais qui brévaient le régime communiste, que des jeunes Américains qui manifestaient contre la guerre au Vietnam, des jeunes Français qui étaient descendus pour s'en prendre au système en général et au total. L'atmosphère là-bas à Paris, c'était ce qu'on peut rêver de plus wild dans un grand ensemble. C'était un squage de bon Dieu. C'était un squage de religions millénaires établies comme des espèces de bons en bronze, hein, qui sont assis le cul sur la tête du monde. Je ne crois pas que cette société-là aurait été aussi libertaire, aussi profondément transformatrice des mentalités si elle n'avait pas senti qu'en ouvrant une porte du côté du sud ou une nouvelle porte du côté de l'est, il y avait des courants qui nous disaient la même chose. Nous avons été aidés par le reste du monde. Moi, j'observais beaucoup d'effervescence partout. Il y avait une urgence devant plein de discours. Il y avait des gestes qu'on devait poser. On devait se parler, on devait échanger. Les gens étaient disponibles. La guerre au Vietnam, mais Seigneur, on en parle depuis combien de temps? Et Montréal, je dis pas qu'on le vit parce qu'on n'est pas américain, mais vraiment, les jeunes ici, ils prennent vraiment part, se tiennent au courant. Tout le monde vit de ce qui se passe au Vietnam. On veut détruire les murs entre les gens, les Américains, les Canadiens, les Québécois, les Chinois. Il faut détruire les murs. Il y avait beaucoup de rejet. Il y avait aussi beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que c'est vrai de tous les jeunes de 17 ans, probablement, c'est qu'on a l'impression que tout est possible, qu'on peut tout faire. Puis on a l'impression aussi que le monde peut tout devenir. Puis il y avait un peu ça, c'était une espèce de tableau sur lequel rien n'avait été écrit encore. On espérait refaire tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive ma vie tout à l'envers? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Jean-Pierre Ferland avait une chanson qui disait « Je veux pas vivre la même vie que mon père ». Et ça nous chantait, ça, à cette époque-là. On finit toujours avec sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive pas la même vie que mon père? C'était une période où, par exemple, Michel Chartrand venait nous haranguer en nous faisant rire, des rires jaunes, de tous ceux qui acceptent le conditionnement qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent aujourd'hui? Ils vous reprochent de penser tout seuls, parce que d'autres n'ont jamais pensé. Par malheur, pour eux, ils vous ont laissé aller à l'école. Pour ne pas faire la même vie que notre père, il fallait prendre notre place tout de suite. Parce qu'on avait l'avantage d'être la première génération vraiment instruite de Québécois, grâce à nos pères. À ceux-là qui ont irrémédiablement échoué, qui jusqu'au plus profond de leurs valeurs
ont dirigé une société carrément répressive et dont les allures progressistes ne suffisent pas à maquiller la stérilité qui est la sienne. Il fallait qu'on marque notre point, que nous allions occuper le terrain désormais. Sans nous, il faut qu'on prenne le relève, ça va tout venir plus vite, puis dans un tout autre esprit que nous fixe la loi normale des générations. On était sur le feu, sur barricade, dès qu'il s'agissait de nous tailler une vie meilleure. Un matin d'octobre 69, on a vidé toutes les classes du cégep. On a vidé ça, on a décidé de faire une assemblée générale sur les heures de cours. Il y a 713 personnes qui sont pour l'occupation et 614 contre l'occupation. Donc, on occupe cet soir. À Rosemont, on occupe depuis 3 heures cet après-midi au collège. À Montier, on occupe depuis 4 heures cet après-midi. Au cégep Lionel-Groulx, on lâche toujours pas. J'étudiais au département de services social à l'Université de Sherbrooke. On avait mis nos professeurs dehors pour démarrer le département parallèle. On se disait, ça faisait 2 ans qu'ils nous formaient en disant, vous êtes des agents de changement. Alors notre slogan, c'était « Agents de changement ». Tout de suite, pas dans 10 ans. Je passe rapidement sur le fait que le besoin de contester gagne non seulement les cégeps, mais aussi d'autres écoles, comme par exemple les Beaux-Arts, ou même des écoles secondaires, et certaines facultés de l'Université de Montréal. Que veulent-ils, ces jeunes? Où tout cela nous mènera-t-il? C'est ce que j'appellerais une importation de concepts et de techniques. Plus particulièrement, vous vous en doutez bien, de la France. On retrouve, je réfère aux événements de mai. Je me souviens avoir dit au directeur du cégep de Sherbrooke, écoutez, monsieur, s'il n'y avait pas d'étudiants, vous ne seriez pas là. Si c'est le bureau du directeur, ça? Oui, directeur général. Du cégep? Oui, très bien. Peut-être de l'ex-directeur général. C'était le droit des étudiants largement majoritaires de décider ce qu'ils allaient faire de leur éducation, de leur instruction, de leurs profs, de leur direction et accessoirement du menu à la cafétéria, si vous voulez. Parallèlement aux travaux qu'on pourrait appeler domestiques, les contestants mettent sur pied des comités d'information et d'études afin de déterminer les causes et les buts de leur mouvement. On avait le temps de débattre et de philosopher, de chicaner et de trouver des raisons, de contester. Puis au pis-aller, s'il n'y en a pas, on en trouvera bien une demain. On débattait très sérieusement et avec animation, cœur, intérêt, et comme si ça avait été une question de vie ou de mort. Puis on dormait pas, puis on roulait, puis on roulait. Puis à un moment donné, on tombait, on dormait 3 jours, puis on partait. C'était immensément le fun. C'était le plaisir on aurait dit par après, je présume, la prise de parole. Présentement, on se situe dans une période où il faut vraiment que certains rapports disparaissent. Par exemple, des rapports politiques entre les politiciens et les masses. Certains rapports économiques entre les patrons et les ouvriers. Partout, que ce soit sur le champ social ou dans notre volonté de nous joindre aux travailleurs dans des grands mouvements qui étaient la grande euphorie à l'époque d'étudiants travailleurs tous ensemble, cause commune, vous retrouverez la revendication libertaire. Il y a beaucoup d'idées qui se brassaient. Il y a beaucoup de choses. Il y avait plein de trucs dans la marmite, là, et ça bouillait là-dedans. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Il y a des pauvres, il y a des gens qui sont rejetés par le système. Il y avait une culture de productivité qui pouvait être dure pour les gens. C'était un peu de repenser ça. Le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé. L'injustice sociale en général, de même que le capitalisme en général, qui nous révoltait. C'est qu'il fallait cesser d'être des porteurs d'eau. Il fallait foncer de l'avant puis faire notre place, prendre notre place, pas attendre qu'on nous la donne. Combien de temps? Qu'on ne s'attende pas, par exemple, à ce qu'on lutte contre le système à l'intérieur du système,
puis avec les moyens que le système nous offre. C'est bien beau que nous, on change, ou qu'on réfléchisse, qu'on critique la société, mais il faut que ça mène à quelque part. Et ça, moi, dans mon cas, ça a glissé vers le trotskisme. On pensait qu'on pouvait vivre dans un monde plus juste, qui était socialiste, c'est-à-dire où l'homme n'exploite pas l'homme. Je suis devenu membre, à ce moment-là, du FLP, le Front de libération populaire. Moi, j'avais l'impression que ma vie traditionnelle auquel j'aurais pu aspirer était foutue à jamais, que j'aurais un dossier quelque part, que je finirais peut-être en prison un jour. On croyait ces choses-là. Et donc, de ce côté-là, qu'on faisait un geste qui était irrémédiable. Tu crois à des choses, tu crois profondément à des choses, et tu te dis, je suis prêt à donner ma vie pour ça, ou à faire de la prison, ou whatever. On avait quand même l'impression de couper tous les ponts avec le vrai monde. Je me souviens d'avoir passé des tracts dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. Tu fais du porte-à-porte, tu passes 1000 tracts. Il y a comme 3 vieilles madames qui viennent à ta réunion parce que tu leur permets de sortir de la maison et toi, tu leur tiens un discours marxiste. Je te jure. On était, là, nous aussi, des martiens. C'est-à-dire, quand on arrivait avec notre journal dans une usine, les gens disaient, c'est quoi ces oiseaux-là? Qu'est-ce que ces groupes-là voulaient? Je dirais, agiter, brasser la soupe, descendre dans la rue, faire la révolution avec toute la naïveté que cela sous-entendait. Là. On est pris dans un engrenage et puis il faut faire sauter l'engrenage ou l'accepter. Le seul moyen qu'on a de réveiller les masses, selon nous, d'après la nature humaine, je crois, c'est de faire de la violence, de faire tout sauter. Ce que les jeunes veulent, ce n'est pas le vertige de la destruction, mais l'approfondissement, la lucidité dans le démolissement. C'est qu'une manifestation, il y avait la peur, il y avait la police, il y avait les casques, les sirènes, puis la masse. Donc, il y avait une puissance énorme derrière ça. À chaque fois, c'est une émeute, là, tu as eu le congrès de l'Union nationale à Québec. Il y avait contestation aussi de Ville 63, les autobus qui montaient à Québec. La grève de la police à Montréal. Ensuite, Murray-Hill, bien sûr, qui était lié à ça. Saint-Jean-Baptiste, évidemment, au moment où il y a eu les chevaux ont paradé, mais pas dans le bon sens de la rue. La police fonçait, chargeait, on revenait, les gens allaient lancer des pierres. Moi, j'ai rien lancé, parce que c'est pas mon genre, disons, mais j'étais solidaire de ceux qui le faisaient. Et oui, ça avait été une nuit terrible. C'était farouche. On parle de 70, c'était la crise d'octobre. 41 personnes ont été arrêtées et 18 autres ont été légèrement blessées au cours des incidents qui ont suivi la manifestation dans le centre de la ville. Ça ressemblait plus à ce que les Français ont fait en 1968, où ils sortaient dans la rue, puis il y avait 10 000 revendications, il y avait autant de projets politiques, il y avait des gens qui pitchaient des roches. Il y avait une partie de plaisir qu'il ne faut pas nier. On n'était pas, on suivait pas une mission, là. Dans le fond, on avait du fun à travers ça. Il y avait une dimension de folie là-dedans, ou de refus de la rationalité. C'était pas mauvais non plus. C'est une façon de critiquer le monde, de contreposer quelque chose qui est un peu flyé. Si vivre présentement, c'est travailler à l'avènement d'une société nouvelle, que j'y parvienne ou non, ça n'a pas tellement d'importance. D'ailleurs, y travailler, c'est peut-être déjà hier. Si on n'a pas été capable, au moins pas de changer le monde, mais de transmettre cette espèce de désir de changement aux gens qui nous ont succédé, c'est qu'on a floppé en quelque part et que l'image de notre échec était suffisante pour que les gens ne recommencent pas. Il y avait moins de barrières, moins de censure. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on touchait de plus grandes vérités, mais on voulait. Maoïste, léniniste, trotskiste, fétiche, quiche-criche.
heureusement qu'on pouvait se permettre de juste hurler qu'on voulait le pouvoir et jamais personne n'a pris la peine de nous écouter pour demander ce qu'on voulait dire parce que je suis pas certain qu'on le savait. On explosait, mais on avait un filet de sécurité tout le temps, comme les gens qui font du cirque en pratique. Et qu'on se cassait jamais la gueule, puis on savait ça un petit peu. Moi, au cégep, je me souviens pas une seule fois de m'être demandé ce que je ferais du reste de ma vie, si je me trouverais un emploi. Moi, j'ai vécu pendant des années avec des bourses du Conseil des arts. Mais à l'époque, il était possible de vivre avec, je sais pas, 5 000 $ par année. Ça libère l'esprit, ça, quand t'es pas obligé de te demander si tu vas payer ton épicerie. Et notre capacité de contester venait du fait qu'on avait des bourses, que des gens qui avaient des initiatives locales l'été. Tu avais une idée de fou, tu présentais un projet, j'étais peut-être assez habile pour présenter le projet, puis tu pouvais le faire. Là, tu avais 6-7 mois, puis là, après ça, tu étais un peu sur le chômage, puis là, tu reprenais. L'été, on avait notre projet Perspective Jeunesse, on se louait un vieil autobus scolaire. On remplissait ça de décors qu'on avait construits nous-mêmes. On amenait nos instruments de musique, les costumes qu'on avait piqués à l'École nationale de théâtre ou ailleurs. Et on partait et on allait jouer partout en province gratuitement. J'ai fait un journal d'information sociale et culturelle. Nous autres, on a parti un projet sur l'alimentation naturelle. On a parti une auberge de jeunesse à Magog. C'est peut-être la période où j'ai appris le plus, et alors que je n'étais pas supposé. Beaucoup des sursauts de la contre-culture, des choses qu'on a faites au Québec qui étaient payées par l'État. Les gens avaient des salaires pour contester, pour faire ci, pour faire ça. Une centaine de jeunes ont été payés pendant tout un été pour organiser un camping psychédélique. Alors, pendant tout l'été, toute la fricaille du Québec s'est ramassée à Graal, sur le bras de Sa Majesté. Fantastique! On a quand même eu 62 000 $ du fédéral dans le cadre de Perspective Jeunesse. Alors, on essaie que ce 62 000 $ soit vraiment un bon investissement. Au fait, ça donne du travail à combien d'étudiants de la région, ça? 113 étudiants. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser et surtout de chanter. J'ai besoin de danser avec le monde entier. Je ne peux pas vivre sans être aimé. Ici, c'est une nouvelle construction. On a voulu créer une nouvelle expérience. On est, comme c'est là, probablement le seul terrain de camping à offrir de la musique toutes les fins de semaine. Mais qui parle d'atmosphère de pop festival fait tout de suite penser aux gens à la drogue. Est-ce que c'est un territoire libéré de la drogue ici? Oh, territoire libéré de la drogue. Écoutez, nous, on ne fait pas la promotion de la drogue, excepté qu'on prend nos précautions. Il n'y en aura pas nécessairement plus que sur les trottoirs de Montréal? Non, sûrement pas. Excepté que ça va être peut-être plus libéral. Il y aura moins de... Au cours de 68, particulièrement vers la fin d'avril, nous avons noté une augmentation énorme de la consommation du hashish. Presque tout le monde ici fume de marijuana et de hashish, et quelques-uns prennent le LSD. Tu m'as dit que tout le monde était stone. Qu'est-ce que ça veut dire être Stone, ça veut dire est sous l'effet de la drogue. Nous vous proposons un petit lexique de circonstances. Psychédélisme. Mouvement fondé par le docteur Timothy Leary, ex-professeur à l'université d'Harvard. Trip. Voyage LSD. Pour certains, il s'agit d'un voyage aller-retour, pour d'autres, un aller seulement. Flower power. Flower, symbole de cette non-violence. Il s'agit en fait de la fleur de pavot. Tout le monde en cultivait un petit plant ou deux ici et là. Fait que le pot de tous les jours, c'était rien de bien dommageable pour personne. On appelait ça fumer de la touffe de boguier. Marijuana, de son vrai nom, cannabis. Du pot, de la marie ou du grasse pour les intimes. Son usage remonte à l'Antiquité. Non toxique si on le compare à l'opium, mais d'une toxicité psychique. C'était surtout du pot. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Être stone, être sous l'effet de la marijuana ou du LSD.
On a, comme tout le monde, fumé des joints, un peu de hache. On a droppé un peu d'acide, comme on disait à l'époque. LSD. Diéthylamide de l'acide lysergique, substance semi-synthétique dérivée de l'ergot de seigle, l'un des plus puissants des hallucinogènes et aussi le plus révélateur. On se faisait chanter par à fond la caisse à radio Everybody Must Get Stoned. C'était le message qu'on recevait. Tout à l'heure, j'étais à la maison avec Denis, et puis le bébé, le chien, puis il y avait l'oiseau qui chantait tout doucement. J'écoutais du Bob Dylan. Tout était très rose, tout rempli de vibrations, très amical. On fumait un petit peu de hashish. Comme ça. Je suis devenue très heureux. C'est ça, on est très heureux. Wow, je suis bien... Hey, c'est du bon stock! Celui qui fly, sans donner de choc! Le kiff! Fait beau de wow! Je me souviens, on était à peu près une trentaine sur des buttes de terre. Je me souviens que je me trouvais confortable dans toutes les positions, j'en revenais pas. Puis là, il y avait du melon d'eau qui circulait. Alors, il y a eu des trucs mémorables, là, des nuits en tournée dans des hôtels en Abitibi où à peu près tout le monde était sur l'acide. Tu me fais friquer, j'ai Ça fumait en masse, ça buvait, pas plus que le public, pas moins non plus. La drogue circulait, t'avais des odeurs d'encens, et c'était une révélation incroyable. Tu sais, c'était comme, c'est le bonheur. T'étais certain que ce serait ça désormais et à jamais. C'est cool! Quelqu'un qui fumait, c'était quelqu'un qui avait accès à quelque chose. Ça faisait c'était comme une communauté. C'était avec la musique, c'était avec des gens autour qu'on aimait bien. Fait que c'était pas violent. On se sent à un moment donné porté par le mouvement. On peut pas s'empêcher d'aimer tout le monde. C'est un effet qui rejoint celui de l'extase la plupart du temps. Comme c'est bon, c'est bon. Quand on lisait que les Beatles étaient allés aux Indes et qu'ils avaient découvert les paradis artificiels et que ça avait fait éclater leur conscience. Ça donne lieu à l'homme de se transgresser lui-même, puis de se limiter. De découvrir d'autres dimensions, de sentir d'autres dimensions, de percevoir d'une autre façon. Il y a généralement une adhésion quasi complète aux drogues pour des motifs mystiques. C'est-à-dire, enfin, pour la plupart religieux, magiques. Un outil d'ouverture, un outil d'expérience, un outil de transformation. On est adepte dans la limite où on a quelque chose à chercher. On veut vraiment trouver une nouvelle dimension du réel. Maintenant, si on parlait du voyage, de ce fameux trip dont on parle, est-ce qu'on peut contrôler ce voyage? Oui, après quelques expériences. Il est assez difficile de contrôler un premier voyage, surtout à forte dose. Mais le LSD, c'était vraiment une drogue sérieuse. Je pense qu'on la prenait pas très sérieusement, mais c'était une drogue qui vraiment était d'une grande puissance. On risquait notre vie à chaque fois qu'on prenait une pilule chaude sur la rue. Un jour, à Frisco, il y a un gars j'étais avec mon ami Barbeau, il y a un gars qui nous a vendu une petite pilule grosse comme une tête d'épingle. Il a dit, coupez-la en 4. Hey, tu fous, nous autres, on vient du Québec. Chris, on est fort, en de là, on l'a coupé en 2. On n'a pas su où on habitait pendant 3 jours. Pas moyen de redescendre. On mangeait des steaks, on prenait du vin, des douches. On avait oublié nos noms. On n'était pas capable de signaler un numéro de téléphone. On était comme les néons allumés derrière la tête. En tout cas, c'était épouvantable. La tête qui gèle. Le crâne qui craque. C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles. Un stéréo dans mon cerveau. J'ai vu l'hiver dans ma cuillère. Je me souviens de combien de fois j'ai accompagné en chantant des gens qui avaient pris trop de l'acide, puis d'aller les reconduire à l'hôpital, mais chantant juste pour pouvoir permettre qu'ils fassent pas de bad trip. Je n'osais pas participer. Je n'osais pas ni fumer, ni dropper, ni quoi, parce que j'avais trop peur. Par contre, je ne portais pas de jugement de valeur envers les gens
qu'il faisait, parce que je les trouvais fort intéressants, des fois excessifs. C'était des excès dont je rêvais. Je me disais, non, ça, mets pas ton petit doigt là-dedans. Le bras va y passer, puis ensuite tu vas y passer. Ça se peut, me disait, que Timothy Leary ait raison, parce que c'était lui le grand bon, etc. Puis je me faisais, ah oui, Robert et Mouffe me tiraient à la pipe. Dire, hey, j'étais straight, moi, j'étais quelqu'un de très straight. Pourtant, en lisant ses textes, on pourrait... Hein, ouais. On se demande sur quoi il était. D'ailleurs, il doit y avoir des secrets qu'on n'a pas. Je me disais, ah, Chris, il y a quelque chose là que tu ne peux plus contrôler après. Mais en même temps, dans cette perte de contrôle, la découverte d'un monde, d'une liberté au niveau des actes, de la sexualité, de l'écriture, de la peinture. On travaillait beaucoup avec ça. On augmente ses sens. Et puis, pour produire quelque chose, surtout dans l'art, on a besoin de beaucoup de ses sens. Si ses sens sont meilleurs, on arrive à créer une chose qui est... L'esprit créateur, la créativité. Pendant le petit show, il y avait toujours Louise, un peu maîtresse d'école, qui disait « Bon, OK, les gars, aujourd'hui, on répète. Pas de bière, pas de potes, on répète. » Là, on arrivait, il se passait rien. Tu sais, c'était plate. On ouvrait une bière, on allumait un joint, bang! L'affaire explosait, ça se mettait à tourner. Ces dopes-là nous ont fait aller très vite, j'ai l'impression. Alors, je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient dedans et qui faisaient du ballon. C'est des acid songs. On n'a jamais parlé des acid songs. On parle de l'acid jazz ou de l'acid painting, mais ça, c'était des acid songs. Moi, musicalement, c'est là que ma musique a explosé, puis c'est ça qui m'a fait, comment dire, ça m'a fait fissurer le temps. Ça m'a fait, ça a changé mes notions de rythme. La meilleure façon de revendiquer puis d'être révolutionnaire, c'est de jamais en parler. C'est de faire des choses tellement fortes. Et enfin, pour nous, si on trouve ça beau, on aime ça, on s'amuse énormément à l'intérieur de tout ça. On ne pourra pas tourner pour faire quelque chose de complaisant ou de moins bon que ça. Si on en fait un autre, il sera meilleur, puis on va aller plus loin. C'était un peu ça, là. Ce show, on voulait plus de tradition. On voulait rompre avec tout. On voulait plus d'autorité. On voulait faire du résolument néo. Quand les Beatles sont arrivés et quand Charles Bois est arrivé, l'écriture a changé. C'est que la drogue étant tellement présente et le party tellement ouvert, le rassemblement des jeunes, le besoin d'amitié, le besoin de forum. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis moi, j'étais aux États-Unis voir des grands concerts où ça sentait le pot partout et où les paroles m'inspiraient. Il y avait une autre approche, une autre façon de parler aux gens. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé. Un ciel de mer. C'était plus de leur donner des conseils, c'était au contraire d'ouvrir les yeux, encourager. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Notre vocabulaire s'est enrichi parce qu'on n'avait plus peur de rien. On disait tout ce qui nous passait par la tête et quand ça avait du sens, c'était bien accepté. Je me suis laissé dire, je sais pas si c'est vrai encore une fois, qu'il y a des bulldozers sur la scène. Des quoi? Des bulldozers? Il y a des bulldozers, puis il y a des pépines, puis il y a des musiciens. Des pépines?
puis il y a toute l'affaire. Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. Ça va être un spectacle jaune avec des bulldozers jaunes, jaune highway. Et puis on va avoir du fun. Je pense que j'ai envie de rire, j'ai envie de faire une fête. Comment allez-vous marier votre style avec le style de Jean-Pierre Ferland? Mais c'est parce qu'on n'a pas de style. C'est justement parce qu'on fait tous les styles. On fait de la musique baroque, on fait de la musique contemporaine, on fait du rock, on fait du jazz, on fait du blues, on fait de la poésie, on fait de la peinture. Dans l'infonie, on se ramassait le soir, fumait un joint, puis on jasait de choses et d'autres, toutes sortes d'affaires. On faisait des plans pour le prochain concert. Puis on faisait des dessins collectifs, des immenses, là, des affaires, ça de grandes, là. Et puis chacun était tout le tour de la table avec des crayons de couleur, puis on en faisait un petit bout. On n'avait pas fini à la toile, prochaine réunion, on continuait. C'était complètement varié. L'infonie a toujours existé. Parce que l'Infonie est un groupe qui se place en dessous de tout et au-dessus de tout. C'est-à-dire que nous autres, on n'a pas de problème à carrier. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, puis on fait ce qu'on sait. Allô, tout le monde! Folie créatrice, c'est un terme qui convient très, très bien à mon attitude à cette époque-là, puis à l'attitude de l'infonie d'une manière générale. Hey, plus fort, parce qu'il faudrait que ça envahisse l'espace! On peut te faire. Pour moi, c'est la création du fun. Je tripais à l'os. Puis c'était tout le souffle de cette époque-là. C'est toujours dans la folie créatrice qu'il y a des transformations, des révolutions sur le plan esthétique. La créativité est un cri de révolte. Je pense que s'il n'y a pas de révolte profonde, s'il n'y a pas un désir profond de changer les choses, tu crées rien, non, tu n'inventes pas, en tout cas, tu fais que reproduire ce qui marche déjà. Étonnamment, dans la même année, une même génération de personnes qui ne se fréquentaient pas a dit la même chose en même temps, a pris la parole pour dire la même chose sans s'être concerté. Il y a eu le Stitch Show en mai-juin 68. Je pense qu'il y a eu les deux premières pièces de Régent Ducharme, Inespéré, Inattendu et Le Cid Magané dans un théâtre d'été à l'été 68. Et à la fin de l'été 68, il y a eu Les Belles-Sœurs. Me lève, je prépare le déjeuner, des toasts, du café, du bacon, des œufs. Moi, j'écris dans un Québécois qui vient de Montréal, mais pourquoi pas? Partout dans le monde, tout le monde a le droit d'écrire dans la langue de son peuple. Je veux dire, c'est pas que je veux en faire une... J'ai jamais prétendu que je voulais que tout le monde parle joual. On m'a même accusé à un moment donné de vouloir écrire, ouvrir des écoles de joual. C'est faux. Il frotte, puis dort, puis frotte, puis rince, c'est écœurant, les mains rouges, c'est écœuré, je sac. On avait envie de parler de soi dans une langue qui était la nôtre. On avait envie de nous exprimer, nous, au lieu d'exprimer les générations qui venaient avant. On a un style. On a une joie de vivre, on a une couleur à nous. Et c'est ça qu'il fallait qu'on... Comme je dis, il ne faut jamais avoir honte de son accent, ni d'où on vient. C'est ça qu'on n'avait jamais encerclé. C'était la première génération de déphasés, c'est-à-dire la première génération qui faisait une coupure entre tout ce qui s'était passé avant. Tout éclatait. Tout. Le théâtre, la littérature, la poésie, la chanson, les comédies musicales. Tout se faisait, tout éclatait. C'était beau. Les hippies de Montréal sont surveillés par des gens à cheval. Ils vont s'asseoir sur le Mont-Royal. Tous les hippies de Montréal. Oh, j'étais vraiment le gros hippie, là. La tête afro, la barbe, la pipe. Peut-être un peu plus poilu. La moustache était là, il y avait une barbe. Plus t'avais de poil, mieux c'était. Il y avait les cheveux longs, la barbe, la moustache. Et tu portes ton dîner dedans, tu sais. Les cheveux longs parce que nos idoles avaient les cheveux longs, parce que les gens qui nous inspiraient, les gens de Californie, tout ça avait les cheveux longs. Qu'est-ce que vous pensez de vos cheveux aujourd'hui? Je les trouve sales et gras. Wesh! De valeur pour les barbiers, ça. Maudit qui nous haïssait.
Et on a dû en mettre sur le trottoir des barbiers. Si son poilu dit pas que c'est des tout nus, t'as peut-être jamais rien vu, toi non plus. Tous les hippies s'en viennent à Montréal, tu peux serrer ton joie Montréal. Est-ce que c'est louche, un hippie, un gars qui a les cheveux longs, qui porte la barbe, qui a des fleurs sur ses chemises, sur ses pantalons à l'occasion? Non, c'est pas louche, mais disons que ça fait remarquer un peu plus l'individu, parce qu'il ressort. Le policier, s'il voit un hippie, ne fera pas plus de cas à un hippie qu'il va faire de cas à un autre citoyen. Il va le regarder. Pas plus. Arrête tes parfums à Montréal. En 1600, on brûlait les sorcières, puis en 1968, on fait la chasse aux hippies. Je veux dire, c'est le même. C'est à partir de la même mentalité. Mais salut, Réal. Lâche pas, Réal, hein, t'es capable. En fait, on ronge le système et on détruit le système et on conteste le système avec des médiums qui eux-mêmes l'ont toujours contesté. Quand on a vu les cheveux longs apparaître, les gens n'ont pas été capables de le prendre. Confusion. C'est qui un homme? C'est qui une femme? On n'est plus capable de le distinguer. On se trompe. Les filles ont les cheveux très, très courts. Les gars ont les cheveux très, très longs. Ils se mettent même à porter des bijoux. Il y avait un élément là-dedans de lascivité, de sensualité qui est important. C'était l'androgynie aussi. On voulait plus s'identifier à l'image de l'homme qu'on avait vu dans les cheveux courts, le travailleur. C'était vraiment... On entrait dans un autre ère. Il s'est passé dans ces années-là un débretellage extraordinaire. Avant, on avait toutes des petites chemises blanches avec des petites cravates et tout d'un coup, ça a été schlag. Aujourd'hui, je me décide à me déguiser en sale. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Mais c'était habillé tout croche, un peu, là. On avait qui portaient des Catalognes avec le trou percé pour le passer à la tête, là. Vous avez des pantalons fraises écrasées, puis mauve, puis violette. Aujourd'hui, je me décide à patcher mes vieilles jeans. Les pantalons pattes d'éléphant, ça, c'était la mode, ça. C'est pas ce qu'il y a eu de plus beau en mode, mais on portait ça quand même. Aujourd'hui, faut que je m'arrange pour avoir l'air trop clean. J'ai des photos, là. Je trouve que je faisais dur un peu aujourd'hui. Il doit y avoir quelque chose de sympathique. Les filles, quand ils me regardent à cette époque-là, il y en a pour 5 minutes à rire. Je ressemblais à tout ce que mon père haïssait le plus. Je mettais jamais de souliers, j'étais toujours nu-pieds. Il y en a qui se promenaient nu-pieds, bien sûr, le plus possible. Ou tout nu complètement. Je suis cool, je suis cool à faire. La façon de ne pas avoir peur de montrer son corps pour les femmes, bien, au début, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu un hot pants, j'ai suivi la fille dans 2 coins de rue. Tellement je trouvais ça de toute beauté. Comment je trouvais ça extraordinaire que les femmes se débridaient. Ah, ouais, on enlève nos soutiens-gorge. Mon Dieu, quelle belle époque. Valérie pourra-t-elle se libérer de cette soif insatiable de sensualité? On est tellement mieux toute nue. Mais l'affaire haute de l'époque, c'était d'être tout nu, en fait. À tous les points de vue, c'était une espèce de déshabillage. On enlevait les vieux costumes, les vieilles habitudes, à tous les niveaux. C'était important, à un moment donné, d'être tout nu. De se montrer tel qu'on était, de se regarder, puis de voir que, c'était comme ça qu'on était venus au monde. On se ramassait une gang, à un moment donné, dans une rivière. Je me souviens qu'on était peut-être une vingtaine qui se baignait tout nus. Gagner à naître, avoir faim d'exister, prêcher le beau et se déshabiller. Au début, c'était trop, tu comprends? Je me souviens, un orage électrique, on était dans le champ tenu. C'était pas trop. On expérimentait. Quand tu veux casser le tabou, tu vas un petit peu loin, puis après ça, tu reviens. Faudrait que tu fasses à croire que ça te dérangeait pas, mais fuck, si moi ça me dérangeait, fais-toi-en pas. Ben, c'était un peu le test, tu sais. Je veux dire, c'était comme le test. C'était un peu, il est-tu pogné ou pas, il va-tu se déshabiller? Il y avait bien des points de vue insécurisants là-dedans, parce qu'écoute, t'explorais toutes sortes d'avenues, et bon, de la drogue, l'amour libre, bon, l'homosexualité qui est devenue. Fin des années 60,
dans les années 70, on s'affichait, on avait des chums, puis mais on le disait pas. Ça prenait un courage qu'on n'avait pas encore, qu'on a appris à avoir. Je savais déjà que j'étais membre d'une minorité sexuelle. Et donc, je savais que si je cédais là à 20 ans, je serais terriblement malheureux à 45. Et il n'était pas question que je le sois malheureux. Donc, je faisais partie de tous ceux qui réclamaient de l'espace, qui réclamaient de l'air, qui réclamaient le droit à la dissidence, le droit à la différence. C'était fondamental. On a commencé par le dire à travers des œuvres qui étaient plus ou moins claires, des fois très claires, des fois moins, pour ensuite être capable d'aller le dire, parce que c'était quand même un gros morceau à lâcher. Il y avait ceux qui subissaient leurs conditions sexuelles et ceux qui l'affirmaient et la vivaient, parfois même jusqu'à en être provoquants pour les autres. Je pense que le milieu gay a fait une grande éclosion vers la fin des années 60, toujours vers la liberté et toujours vers le droit à la différence. On avait ouvert les portes. On n'avait plus peur de ça. Avant, c'était une crainte d'être avec un homosexuel. Mais après ça, on a compris, on commençait à s'ouvrir. Et les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. C'est dans un poste de police que j'ai rencontré Mimi. Mimi, son nom c'est Maurice. Maurice est un travesti qui est marié avec Carole. Ça, c'est de la pharmacie qu'on appelle aussi la folle, mais qui est beaucoup moins jolie. Votre compagnie, les hommes aux hommes, les femmes aux femmes, les hommes aux deux, les femmes aux trois. Je me demande ce que ça veut dire. Mais ça veut dire exactement la révolution féminine, de la révolution de la drogue, de l'alcool, du libéralisme total. Il y avait aussi le libéralisme sexuel. Oh, quelle vie d'orgie, quel monde de sexe, y a plus rien à l'index. Alors là, c'était pas parce qu'on couche avec une fille qu'on était nécessairement une lesbienne. Bon. Quand je dis rigo, mélangez-vous et puis soyez votre compagnie. Oh, quelle vie d'orgie, quel monde de sexe, y a plus rien à l'index. Dans les années 70-75, ça a été le bouquet. Tout le monde s'embrassait, tout le monde était tout emmêlés les uns dans les autres. C'était de toute beauté. Tout notre côté sexuel, de par notre éducation catholique, quand on en est sorti, on est devenu fou. Là, on voulait tout essayer. On voulait juste faire l'amour, mais tout le temps. Mais c'était pas faire l'amour. C'était juste avoir des aventures sexuelles. On commençait à faire l'amour à 15-16 ans déjà. Bon, je te dis pas que la majorité des filles le faisaient, mais c'était quand même assez jeune. Ah, t'aurais pas vu ça dans la génération de ma mère, jamais. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Le bonheur est la seule vertu. C'est le droit à la sexualité, au plaisir, Bon, puis il y avait pas grand-chose qui nous tombait sur la tête à cette époque-là, fait que le monde est bien soigné. Je sais pas si on a contribué à la propagation des maladies vénériennes, mais c'était vraiment fait l'amour, pas la guerre, puis l'amour libre, puis tout ça. Puis beaucoup de gars et de filles des années 70 ont profité de ça un maximum. flipper parce que tu connais toutes les positions. Ben, nous autres, est-ce qu'on a eu des causes de pornographie dans lesquelles les pays ont été concernés? En autant que je suis concerné, pornographie, non. Je veux pas donner l'impression qu'on vivait dans des orgies, là, c'est pas ça du tout. Mais il était pas rare de voir quelqu'un avec une fille, puis la semaine d'après, de le voir avec une autre, alors que la fille était avec un autre ami. Et les gens s'en formalisaient pas plus que ça. Les femmes sont bien plus belles quand elles sont infidèles. Vers 16 ans, quand ma mère m'a découvert que je prenais des pilules, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te marier? Mais pour moi, j'ai hurlé, jamais dans ma vie, je vais me marier, jamais. On se disait être obligé, par contrat social et religieux, d'avoir un désir entretenu avec la même personne pendant toute une vie. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Tu parles d'exclusivité, là encore, je veux dire, il faut être conscient de ça. Je veux dire, c'est-tu parce que Diane va coucher avec un autre homme qu'on n'a plus d'affaires à faire un bout de chemin ensemble? Ou c'est-tu parce que je rencontre une autre femme que Diane n'existe plus? Non. J'avais un chum qui était mon chum officiel, mais on avait une vie en parallèle. Chacun vivait ce qu'il avait envie de vivre. Et c'était
Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possessivité, même si on la sentait, mais c'était l'idée de traverser ça. Si tu étais square d'avoir une petite amie à 19-20 ans dans ces années-là et d'être fidèle. Ça faisait pas partie des codes, des conventions, puis ni même de la séduction. C'était trop mononcle. C'était petit mononcle, petite ma tante. Ça. Alors on a fait, et bien sûr, tout ce qu'il fallait faire pour faire différent. Et je vous dirai tout de suite que dans la plupart des cas, on n'a pas réussi. Faudrait que je le dise, je le dirai peut-être jamais. Ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. Je pense que c'est inscrit dans le corps et dans le cœur de la passion humaine, simplement. C'est que quand on a une passion, on est amoureux de quelqu'un, ça fait plaisir à personne, quelles que soient ses convictions, de voir la dite personne dans les bras d'un autre. Tout aussi simple que ça. Mais c'est difficile à dire, je t'aime. C'est déjà une grande preuve d'amour de partager avec tout le monde. Parce que vous allez dire que je vous rapporte encore des faits chrétiens, mais les gens devaient aimer tant leur prochain qu'ils devaient partager tout avec eux dans les premiers temps de la chrétienté. Peace and love, c'était vrai. C'était pas des mots. Tu sais, ce signe-là, c'était vrai. C'est-à-dire, les gens essayaient vraiment d'incarner que par l'amour, on pouvait être en paix. Puis quand on est en paix, avec soi-même, avec les autres, on est bien, on est heureux. Ce que je veux faire activement parlant, c'est justement ce que je viens de nous expliquer, cette histoire de commune, cette histoire de créer une société nouvelle, puis de rejoindre l'esprit de tribu, l'esprit primaire de contact physique, de contact humain, en fait, de calumet de paix. Il y a eu quelques communes, à ma connaissance, à moi, peut-être 3 communes qui ont commencé, dont la nôtre, à peu près en même temps au Québec, mais dans des orientations extrêmement différentes. Tu sais, avais des communes de ville, tu avais des gens qui étaient plus proches des coops, il y avait des gens qui étaient dans des communes intégrales, il y avait des communes sexuelles, tu avais de tout, mais tu n'avais jamais une commune qui ressemblait à l'autre. À un moment donné, je me souviens que Mainmise recensait tout près de 1000 communes au Québec. On avait un lieu à Montréal, à Westmount, ce qui faisait suer les gens de Westmount d'avoir ces marginaux-là dans une grande maison, parce qu'évidemment, en groupe, il y avait tout l'avantage financier aussi. On habitait tous sur la rue Melrose, dans une maison dont on payait le loyer et où, soi-disant, on partageait tout. Il y en a qui partageaient plus que les autres, là, encore une fois, tu sais. Moi, c'était la commune urbaine. Un grand appartement sur le plateau Mont-Royal avec 5-6 personnes, pas toujours les mêmes. Il y a eu une époque qui était bien importante, c'est quand on s'est en allé dans le bout des cantons de l'Est. On est descendu un jour sur le pouce. À 18 ans, nous, carrément, on a décroché, on s'est en allé en commune. J'allais m'établir là, j'allais construire une maison. J'allais être partie intégrante d'une espèce de village communautaire qui allait être un nouveau projet, qui allait vivre en autarcie avec de nouveaux rapports humains. Le moment a été élevé sur une terre et c'est de l'ouvrage, les petits. Ça n'a pas de bon sens, vous allez trouver ça dur, vous allez travailler fort. Je trouvais ça fou pas mal, effectivement. Je pense que ça demandait bien pourquoi on est en train de tomber dans les traces de ce qu'il avait connu puis d'où était sorti finalement. Il comprenait pas, lui, qui avait travaillé toute sa vie pour que son fils aille à l'université, pour qu'il connaisse une autre vie. Puis on tournait plus en arrière que lui avait connu, on revenait pas. Alors, on a passé un peu pour la génération ingrate. Et je comprenais la génération de nos parents, de nous avoir vus. On leur a tout donné, on s'est sacrifié pour tout leur donner, puis ils disent « bye-bye, on n'en veut pas, on s'en va vivre à la campagne dans la misère ». On voulait tout faire au début, là, avoir des jardins communautaires, avoir des animaux. On travaillait. Je suis en train de tourner la terre, s'amuser. Sans qu'il soit question de théorie, d'idéologie, de religion, sans qu'il soit question de remettre à demain. On faisait foin, on cultivait la terre, on
labourait, on semait, on transportait des voyages de foin à 10 heures le soir, il tombait tout à terre, on recommençait. Il faut comprendre qu'on est revenu, retourner la terre. Le fermier à côté de chez nous, c'était comme... Ah ben, on va voir combien de temps ils m'ont toffé, là, puis ils nous trouvaient très gauches, ce qui était vrai aussi. Première fois que je vais bûcher du bois en hiver, j'avais un sioc parce que la scie mécanique, c'était pas acceptable. En gars, je pense à peu près un après-midi pour me couper assez de bois pour me chauffer 2-3 jours. J'ai dit, oups, il y a quelque chose qui marche pas. Oublier de toucher à la terre, de puiser mon eau à même la rivière. Les gars étaient plutôt dehors, puis en gros, là, les gars étaient plutôt dehors, puis les femmes étaient plutôt en dedans. Bon, ça n'empêche pas qu'on a fait les foins, puis qu'on est allé au bois, puis qu'on est allé dans les jardins. J'ai rénové une maison avec un cheval qui était autour, à rester dans le dépit pendant qu'on le faisait. J'ai refait ma maison à neuf, j'ai rebâti. Expérimenter après une maison, il y a de quoi de plus passionnant que ça. On a beaucoup rénové. On a donc rénové. On remettait tout au bois. On travaille fort, mais on avait en même temps une satisfaction du bon travail. Tu sais, le travail de bras, aller poser des piquets, faire ta clôture, tes animaux. Toutes ces expériences-là, de faire du lait de chèvre, de faire du fromage, faire du pain. J'ai fait mon pain et des fois, je m'ennuie de ça. Je me dis, je sais pas si j'aurai encore la main. Comment le faites-vous, votre pain? Farine de blé entier, oui. Puis du miel, parce que le sucre, c'est très néfaste. En passant, vous avez du sucre sur vos tables, c'est pas bon. Il y avait les conserves, il y avait le métier à tisser. Oui, j'ai toujours toutes fait mes robes. Je me faisais des vestes pas de manches avec de la laine de mouton. C'était très confortable, très chaud, mais en même temps, de les avoir faites, de les avoir filées, de les avoir cardées, de les avoir tondues le mouton. Bon, on se faisait traiter de pelleteux de nuages, puis de porteur de couvertes, puis de, je sais pas, ta robe en terre cuite, puis les sabots, puis il y avait le côté folklorique qui avait pas de bon sens de côté. Puis oui, on avait tout ça, mais en arrière de ça, c'est-à-dire, ça se peut pas qu'on soit juste ça. Le quotidien, l'éternité de chaque instant. En réaction à la révolution technologique déjà engagée, selon eux, dans une direction sans issue, l'artisanat et le fait à la main sont très populaires chez les hippies. Je réussissais bien à l'école, mais travailler de mes mains, là, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai décidé que je devenais artisan. C'était un peu ça qui souligne la folie de cette époque-là. La créativité était là. Je veux dire, c'était comme... On osait tout à cette place-là. C'est sûr qu'on se donnait beaucoup de troubles. Quand tu coupes l'électricité, tu sais, puis que tu vois... Mais le geste est important. Le geste est important de dire que... Même dans toute sa naïveté. Proche de l'adolescence, je pense qu'on trouve probablement nos cris les plus réels. Parce qu'il y a quelque chose de neuf, puis parce que tu prends la vie à bras de corps, puis tu dis, bon, même... C'est moi, là, ça a beau, c'est mon tour à moi de la voir. C'est après, tu t'aperçois que ça fait partie quand même de tout un mouvement qui était là, de tout un éveil. Nous sommes les enfants d'un siècle fou et d'une terre patiente. Qu'est-ce qu'on faisait de nos journées longues, dans le fond, je me demande, hein? De beaucoup. On vivait. Simplement, je crois. Les enfants d'un grand printemps et de milliers d'hivers. On voulait créer un autre monde ici où il y aurait
avait d'autres lois, c'est-à-dire plus basées sur le partage, sur l'égalité, sur la communication, sur... C'est fragile. Bon, on voulait changer le monde. Nous ne rêverons plus d'ailleurs et bâtirons en chantant. C'est toujours ça, moi. Je me disais toujours, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas faire ça? En se reconnectant sur nos racines, sur la terre, d'ancêtres, dans une lignée. C'est comme si on savait aussi qu'on faisait partie d'une lignée. Et c'était important, ça. Première naissance d'un enfant sur la terre ici, c'était comme un événement important. C'est comme si vraiment, là, on prenait possession du coin. Et je me souviens de René qui était à l'extérieur avec son corps anglais. Il y a encore du brouillard dans la vallée. Et le corps retentit pour annoncer à la planète ensemble et au cosmos entier qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver parmi nous. Les soleils sont devenus tout en fleurs le jour où j'ai accouché. C'était tellement bon pour moi de vivre ça. C'était une expérience qui était très différente de l'autre. C'était une expérience vraiment accouchée. J'ai vécu ça avec le père de l'enfant, avec des amis qui étaient là, ma fille, d'autres enfants. Comparé à l'hôpital que quand je suis arrivée, puis qu'on m'a dit « OK, mettez-vous là, attachez, vous allez apprendre à pousser. Ah oui, pousse, puis qu'on crie « Pousse, pousse ». Accoucher avec du monde à la maison, qui te tiennent la main, qui te touchent, qui te sentent, qui te laissent vivre aussi ce que tu as à vivre tout seul. Il y avait pour moi quelque chose de très sensuel et de très grandiose là-dedans. J'avais vraiment l'impression de me réaliser en le vivant de cette façon-là, bien entourée comme ça. J'ai mangé le placenta pendant 3 jours. Je ne pouvais rien manger d'autre. Je ne supportais pas la nourriture. C'est toutes des expériences qu'on fait à la maison, mais qu'on ne fait pas à l'hôpital. La vie est grosse. On a découvert que Dieu était partout, comme on l'avait appris à l'école. Il était dans les plantes, il était dans nous autres, il était dans tout ce qui vivait, puis que tu pouvais te connecter, puis c'était la même énergie. Vouloir savoir. Et le Dieu n'est pas une personne. Tout le monde est un Dieu, si vous voulez. Vous êtes un Dieu. Être au pouvoir de soi. On parle pas de dogme, on parle pas de religion révélée, t'sais. On parle juste de la place de l'homme dans l'univers, la place de la femme dans l'univers, puis quel rôle qu'on joue. Est l'ultime à voir. C'était essayer aussi de trouver une espèce de renouveau à cette spiritualité-là qui... à cette église-là, qui, dans le fond, on avait tout décroché, ça n'avait pas de bon sens. C'était comment rester intelligent et être dans l'église en même temps. Où est l'affaire? L'affaire est partout. Combien y a-t-il d'affaires? Il y a une seule affaire. Combien y a-t-il d'affaires dans l'affaire? Il y a 3 affaires dans l'affaire. On aurait juste à lire la Bible, puis tu copies, puis tu répètes, dans ça. Tandis que là, c'est la personnalisation de la spiritualité qui a changé ce qui passait entre les 2 oreilles de beaucoup de gens. Il y avait la rencontre avec l'Orient aussi, parce qu'on avait connu le côté social de Jésus, là, le sacrifice puis la charité. Mais le côté mystique, c'est l'Orient qui nous l'a amené. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité est comme une lumière. Il n'y a de repos que pour celui qui marche. De repos. Quand je suis partie en Inde, c'était un peu avec une recherche de transcendance, je dirais. Sans savoir où j'allais, sans savoir pourquoi, sans savoir qui j'allais voir, j'ai juste fait le tour de l'Inde pendant 6 mois. L'Orient est arrivé, a influencé la Californie. Les gourous sont arrivés dans la soupe. Là, ils ont mis leurs épices personnelles. Et puis la religion catholique a sacré le camp, parce que là, c'était pas aussi permissif. Puis la religion catholique nous envoyait pas dans ces espaces intérieurs-là avec autant de profondeur. Un Pepsi pour
ami JC. Y'a rien de trop beau pour mon ami JC. C'était aussi le temps des grands preachers. Là, on n'avait plus de curés, on avait des gens qui se levaient et qui parlaient autant de religion en étant laïcs. C'est des gourous. Alors, c'était genre, life is like the sky. Tu sais, c'était toutes des sentences, des trucs, qu'on s'accrochait là-dessus. La vie, ça va comme on aime, ça s'en va où on s'en va. Tu reviendras, JC. Ça vaut le temps de s'étendre, ça vaut le temps d'y penser. Pensez-y un peu plus longtemps. Les années 70, moi, m'ont amené à une recherche spirituelle. C'est là que ça m'a amené le plus, finalement, parce que c'est vers ça que j'ai focusé ma vie après. De chanter la fraternité, l'amour et tout ça, on avait vraiment l'impression qu'on changeait quelque chose sur place. C'est sûr qu'on attirait aussi le public qui vivait les mêmes choses que nous. Fait que quand on se rassemblait, il y avait et la fête et la réflexion. Des fois, on faisait méditer une salle au complet. Ça se déplaçait avec les enfants, tout le monde arrivait en groupe. Puis à un moment donné, c'était spontané. Bon, on mettait l'enfant sur la scène, où je dis, le monde se levait, bon, on commençait à danser. Puis là, ça s'enfargeait dans les fils, OK, on met des fils là. C'est ce soir que nous mettons le feu. Venez fêter, chanter, danser. Que chacun apporte une branche et une peur à faire brûler. La musique faisait partie d'un mode de vie. J'aurais dû dire ça au départ. La musique faisait partie d'un mode de vie. On est allé sur le dessus d'une montagne. On l'avait fait, la fête du feu, sur le dessus de la montagne. L'amour qu'on touchait était réel. Le monde aimait, je sais pas. Le monde aimait la musique, le monde aimait se voir, le monde... C'est fou quand on s'aime, l'amour n'a jamais existé. Comme ça nage, monte dans les nuages, mon héritage, et voir le paysage. Moi, tout est une question d'énergie. Tout est une question d'énergie, ça l'a toujours été. C'est l'énergie que tu as, que tu es assis dedans, tu dégages, que les autres dégagent, comment tu la transmets, comment tu fais tout. On était imbibés d'une liberté à toute épreuve. Il n'y avait pas de censure. Puis il n'y avait pas de but précis. Bon, c'était pas de former un groupe, faire un disque. C'était écrire. Et point final. Puis avec une énergie là, à toute épreuve. Il y avait une espèce de naïveté puis de candeur que je trouvais sympathique à cette époque-là dans le milieu de la musique. On fait de la musique, puis on fait pas de la business. La moitié du spectacle, c'est de l'improvisation instrumentale. Parallèlement à ça, on faisait de la chanson. Et le public nous suivait parce que c'était une époque où l'expérimentation était permise, était même encouragée. On faisait ce qu'on voulait, complètement. C'est un gros atelier de création. C'est juste ça que c'était. Dans le même souffle, Serge écrivait Leptade, moi j'écrivais Récolte de rêve, et puis Michel Rivard écrivait, on écrivait en même temps, dans la même maison. Le soir tombe sur le terminus, on allume les néons.
Le monde se regarde pas plus de toute façon. Toute cette période-là, pour moi, c'est la marmite, c'est le chaudron, c'est là que tout a bouillonné, c'est là que tout s'est appris, tout s'est mis en branle. Bébé, attends-moi, c'est pas le temps de m'oublier, m'en finir par arriver. Si tu m'aimes un peu beaucoup, à la folie ou pas du tout, attends-moi. Le gars qui était machiniste avait autant droit au chapitre que le gars qui était sur la scène, puis qui chantait, puis qui jouait de la musique, puis qui jouait, puis qui écrivait. Et on s'en plaignait pas, là. Je me plains pas non plus aujourd'hui. C'était un trip qui était un trip comme ça. Parler d'argent, de choses comme ça, c'était presque de mauvais goût, quoi. C'était peut-être les relents de la contre-culture, puis du peace and love. C'était presque douteux. C'était pour les sales bourgeois, ça, l'argent. On n'en voulait pas, nous. Nous autres, on voulait avoir drugs, sexe, rock and roll. Le mouvement de solidarité, de communauté, de communauté de pensée, d'idéalisme était assez fort pour aller dans tous les domaines, dans toutes les couches. Quand on dit qu'on était le We Generation, ça sous-entend qu'on était la génération du collectif. Alors, en musique, ça s'est traduit par l'arrivée du Villémar Blues Band. On s'est ramassé une vingtaine de musiciens du Québec avec un orchestre de grosses dimensions et de gros calibre. Dans le show qu'on donnait, il y avait des musiques qui étaient vraiment sorties qui seraient... On écoute ça aujourd'hui, puis c'est vraiment du world beat. Les shows étaient toujours beaucoup plus longs que prévu. Parce qu'effectivement, on se laissait embarquer, puis on savait plus quand arrêter. C'est dur d'arrêter un train comme ça, là, qui s'en va, un train d'enfer. On avait des tunes, mais ça s'arrêtait là. Comment que le show a commencé, finir, c'était quoi l'éclairage, fouille-moi, ça n'a aucune importance. Je savais à quelle heure on commençait, je savais pas à quelle heure on finissait, tu sais, puis ça pouvait se terminer ailleurs. C'était fou, je pense à ça, on était complètement fou. Complètement fou. Je t'aime, tu m'aimes, et ça, nous vous aimons, pour nous aimer. On était bien chum, cette gang-là, Octobre, Harmonium, Séguin, Raoul, je veux dire, c'était des accolades, des journées de temps, parce qu'on était tous excités de se retrouver ensemble. Je t'aime, tu m'aimes, et ça. T'avais cette spontanéité-là de dire, bon, prends ta guitare, tout ça, pour on échange. Puis sur scène aussi, ça se manifestait comme... C'est pas question de savoir qui va passer en premier, ensuite, c'était tout le monde ensemble. On était très solidaires, même si nos directions musicales et poétiques étaient différentes. Je pense que c'était ça, la valeur essentielle, c'est d'être ouvert aux autres. C'était le monde. C'était le monde. Puis on n'était pas capable de se lâcher. Fait en show, pas en show, en meeting, en party, That's it. Ce dont on peut vraiment se rappeler, par exemple, c'est l'immense tremblement de cœur qui a fait vibrer la montagne ce soir-là. Il y a une mer d'hommes sur cette montagne. Nous sommes montés juste pour être ensemble, pour chanter la vie, pour fêter l'été, rire et dire allô. Pour nous, c'était notre Woodstock. C'était comme Woodstock avec en plus la fierté nationale. Le pays, c'est nous, envers Québec. Le pays, c'est nous, ce qui nous À partir de 69, dans ce coin-là, on assistait à la naissance d'un peuple, mais pas politiquement. C'était, d'ailleurs, n'importe qui vivait autour. C'était la culture, c'était l'âme. L'époque était tellement bleue
avec la fleur de lys. C'était tellement présent qu'on n'avait pas besoin de faire une manifestation politique. On faisait juste un rassemblement populaire. On donnerait plus de poils à Saint-Jean-Baptiste. J'ai fait une chanson, effectivement, pour rallier les gens, si on s'y mettait. Mais regarde mes phrases, je disais... Servir des gâteaux dans tous les autobus. Là, j'étais flyé, là. Tous les rêves étaient permis. Oh boy, le beau banquet. C'est pas un petit pain pour tout le monde, c'est un festin pour tout le monde. C'est un peu ça le rêve, donc, pour en revenir à ce pays dont je pouvais rêver, et à ce moment-là, et même encore aujourd'hui. S'il y avait une rencontre possible entre un pays rêvé puis celui qui est à faire, on se relève les manches et on le fait. C'était la même ferveur, la même croyance. Je pensais vraiment que le monde pouvait changer et que ça pouvait passer par le Québec. Cependant, d'après certains observateurs, la cause de l'indépendance du Québec gagne du terrain, grâce surtout au Parti québécois, dirigé par M. René Lévesque, ancien ministre libéral. Des sondages d'opinion confirment cet état de choses et tout récemment, certains candidats à la direction du Parti libéral n'hésitent pas à dire aux prochaines élections provinciales, c'est nous ou c'est lui. Tu avais des gens qui disaient des choses que je pense qui n'avaient pas été dites. C'était quand même une moyenne équipe là, du temps de René Lévesque, là, avec Claude Charron. J'aimais ma gang, j'aimais mon monde, j'aimais la génération dont j'étais le premier à entrer dans l'Assemblée nationale. Il fallait donc pas que je perde le contact avec ce monde-là. Sans les artistes au Québec, le Parti québécois n'aurait jamais été là. M. Lévesque le dit lui-même. Et moi, j'ai chauffé la salle de M. Lévesque quelques fois. T'as dit ah ouais, la bête a petit sur le mouche. Oh, c'est ça! En 1900, tout en Abitibi, dans mon pays. Oh, 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 Je suis là, sur scène avec lui, j'y tiens le bras, puis je dis ah ouais, tu sais, on va l'avoir. Je suis, en d'autres mots, vraiment impliqué et croyant dans cette cause. Moi, j'ai toujours considéré M. Lévesque comme un poète, comme un artiste, vraiment. Et les artistes le suivaient parce qu'il avait un sens artistique extraordinaire. Parce que René Lévesque, c'est un poète. C'est un amoureux du Québec, comme moi. Amoureux, là, pas en plein tu sais, les amours qui te pardonnent pas, là, les amours que tu as eu dans ta vie, où ce que tu... toi, t'en manges une claque, là, tu t'en perds la tête, c'était ça, René Lévesque. Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant, chargé par ces 1000 instruments. Il y en avait un pour moi, justement. Moi, il m'avait complètement renversé, cet homme petit, d'apparence physique un peu ingrate, dégageait tellement qu'on ne pouvait pas faire autrement que de se rallier ou d'écouter très attentivement ce qu'il avait à dire. Puis je pense que je n'étais pas le seul, là. Il y a eu vraiment un ascendant sur notre peuple. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Ça va être notre tour, ça sera pas long. J'espère ici, ça s'en vient. Si c'est un rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. Je dois vous dire, franchement, qu'on l'espère de tout notre cœur, on l'attendait pas sans cette année. Le Parti québécois, par exemple, c'était impensable. Hein? C'était impensable qu'il y ait un Parti québécois qui s'installe tout à coup, puis surtout qui gagne les élections. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Je pense que je vais
dire jusqu'à la fin de mes jours, que le 15 novembre 1976 est la plus belle journée de ma vie. La victoire du PQ en 1976, il n'y a personne qui n'a pas été touché par l'euphorie de ça. L'avènement du Parti québécois au pouvoir, ça a été pour moi comme si une équipe qui a aucune chance de gagner la Coupe Stanley est en train de la gagner. On est en train de gagner la Coupe Stanley! C'était la surprise. On s'en fait plus de surprise maintenant. Tout est programmé, on nous annonce les scores avant même que ça arrive. Celle-là était une joie profonde. On s'est dit, ça y est, enfin, il y a des grandes chances que l'indépendance dont on a tant rêvé arrive. Maintenant, le parti est au pouvoir, ils vont le faire, etc. Puis on attend toujours. 76, ça a été... c'était l'année où on y a cru vraiment. Après ça, ça a été difficile. On s'est aperçu qu'on retombait dans beaucoup de patterns et que de toute façon, c'était de la politique. Qu'il fallait dealer avec autre chose que le rêve, là, tu sais. Et on a passé très proche que c'était pas... Jusqu'en 80, on aurait pu continuer de même. Puis vraiment, on s'en serait pas rendu compte. On s'en allait, c'était comme une parade. Tu sais, une parade qui marche, t'es assis sur Sherbrooke, la parade, elle passe. Mais elle continue à marcher. Puis elle a juste continué à parade, on l'a jamais revu. Elle est partie, puis on a... Et puis c'est un peu comme ça je me sens quand je pense à cette époque-là. On est passé à un poil que tout ça se fasse naturellement. Une chanson pour ici, pour nous dire qu'on a refroidi. Une chanson en souvenir du temps qu'on voulait. Une chanson en souvenir du temps qu'on voulait détruire. Un accord qui nous donne ce qu'on attend de l'automne, quand il n'y a plus rien à personne. Je peux résumer le début des années 70 à un mot, c'est l'éveil. Autant l'éveil national, autant l'éveil politique, autant l'éveil écologique, et puis parler de ce temps-là, c'est parler de ses rêves. Là, tu touches carrément à mes rêves. Là, tu touches à ce que moi, je pensais qu'on était capable de changer à cette époque-là. C'était l'espoir, beaucoup, de dire on y va envers et contre tous. On sentait qu'on pouvait changer les choses. C'était ça l'excitant, puis le merveilleux. Tu sentais que tu pouvais faire la différence. Un sentiment de puissance illimitée, de bonheur illimité. C'était une joie de vivre difficilement imaginable aujourd'hui. On avait la possibilité d'expérimenter, de tout expérimenter. Ça a été là une espèce de jaillissement, comme une bonne fontaine ou un feu d'artifice dans lequel il y a toutes sortes d'étincelles puis toutes sortes de couleurs qui se présentent, puis tu peux pas là, canaliser ça puis en faire rien qu'une chose. C'est une époque d'effervescence au Québec parce que tant de monde en même temps avait de la ferveur. Je suis fier, content, satisfait d'avoir essayé quelque chose. D'avoir réussi ou pas, ça m'importe vraiment peu. C'est pas le bon vieux temps, c'est pas le meilleur temps de ma vie. Mais ça a été une maudite bonne période. Ça a été les 10 ans les plus fabuleux au niveau de l'espoir et tout ça. J'avoue que le contre-choc est un peu dur, là, mais faut peut-être pas non plus lâcher, tu sais. Comment rester vivant dans le combat? C'est la grosse question qu'il faut se poser. À l'époque, je veux dire, c'était de dire, on bouscule tout, on casse les murs, on ouvre les fenêtres, on... Laissez passer les idées, laissez passer les... Comment garder la fleur vivace là, qui est là? Tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
raconter.